titre de ce journal, le G16 lance la caravane Vision pour tous, un programme ophtalmologique itinérant et intégralement financé par le G16 au profit de l'ensemble de la population gabonaise. Ce sera dans quelques instants avec Euphrem Biyogour Edzo. Le syndicat de la force ouvrière menace de perturber le réseau routier national. C'était ce matin à l'occasion d'une conférence de presse organisée au ministère des Travaux publics. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision Shekina. C'est une assemblée générale dite de détermination tenue ce matin par les agents de Gabon Télévision et Radio Gabon. Ces derniers ont débattu sur des questions liées à la situation administrative qu'ils trouvent inadaptée. C'était en présence d'Arnaud Mbabokon. Convoqués à l'Assemblée générale à la demande du syndicat national et professionnel de la communication CIPRECOM, les agents de Radio Gabon et de Gabon Télévision ont évoqué de fond en comble les difficultés que le personnel de ces structures fait face tous les jours, allant du mode de gestion archaïque auquel il est soumis à la non-application des réformes initiées par les pouvoirs publics. En 2011, en effet, 3 décrets ont donné naissance à 3 établissements publics distincts. Radio Gabon, Gabon Télévision et Télédiffusion du Gabon. Ces 3 entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière, seront administrées chacun par un conseil d'administration géré par des directeurs généraux et des agences comptables. 7 ans après son lancement, le processus de réforme de l'audiovisuel public gabonais demeure au point mort. Le CIPRECOM et tous les agents publics en activité à Gabon Télévision et Radio Gabon constatent avec indignation que l'organisation et les attributions des conseils d'administration des directions générales ne sont pas définies jusqu'alors par manque de textes réglementaires indispensables à l'application des décrets numéro 291 PR-MC du 23 mai 2016 modifiant et supprimant certaines dispositions du décret numéro 725/PR-MCPN du 21 juin 2011 portant création et organisation et fonctionnement de Gabon Télévision et numéro 0727/PR-MCPEN portant création, organisation et fonctionnement de Radio Gabon. Dénonçant ce vide juridique qui plonge les agents de Radio Gabon et de Gabon Télévision dans la précarité et l'incertitude professionnelle par l'absence d'un plan de carrière, le CIPRECOM exige ce qui suit. Pour mettre fin à de tels errements, le CIPRECOM exige l'arrêt immédiat des méthodes et pratiques interventionnistes de l'autorité de tutelle, son omnipotence dans la gestion quotidienne de Gabon Télévision, l'annulation purement et simplement des décisions arbitraires prises à l'encontre de 23 journalistes et réalisateurs et producteurs de Gabon Télévision en décembre 2017. La redéfinition des attributions de la tutelle et des établissements de l'audiovisuel public, la mise en place d'une grille salariale et d'un organigramme pour chaque entité et la détermination du statut des personnels. Les voies et moyens permettant l'ouverture des négociations tripartites, gouvernement, patronat et partenaires sociaux étant jusque-là fermées, le CIPRECOM se voit d'utiliser un moyen contraignant. Compte tenu de ce qui précède et surtout devant le silence du ministère de tutelle, l'Assemblée générale extraordinaire du CIPRECOM de ce jour a décidé de déposer un préavis de grève de 8 jours francs le vendredi 6 avril 2018 afin d'amener le ministre d'État chargé de la communication à ouvrir des négociations tripartites sur la réforme audiovisuelle publique dont les effets ne sont pas encore visibles et lisibles aujourd'hui. Au terme du délai fixant ce préavis de grève, si aucune solution fiable n'est apportée, tout porte à croire alors que le débrayage sera inévitable. Je vous l'annonçais à l'instant, Vision pour tous et cette caravane initiée par G16 sous la supervision du ministère de la Santé avec pour objectif faire bénéficier à l'ensemble de la population gabonaise des soins gratuits en ophtalmologie sur une période de 6 voire 9 mois et ce dans tout le pays. Euphrem Biyogour Edzo, Fleury, à Siondo. Lutter efficacement face aux dangers permanents que présentent les fléaux de la malvoyance et de cécité chez les populations gabonaises, c'est dans ce sens que G16, Gabon Special Economic Zone, a lancé aujourd'hui à Libreville
le programme Vision pour tous qui va s'étaler sur 6 voire 9 mois dans certaines localités du pays, sous la supervision du ministère de la Santé. Au siège de l'entreprise OLAM, il s'est agi pour les différentes parties prenantes engagées dans ce programme d'officialiser le démarrage effectif des activités inhérentes au bon déroulement de la dite caravane. La formation a commencé depuis 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de spécialistes indiens, de médecins spécialistes, qui est là depuis 2 semaines et qui travaille de manière régulière, matin et soir, avec des médecins gabonais, avec les techniciens supérieurs d'ophtalmologie gabonais, pour apprendre à utiliser la technologie de pointe qu'ils ont emmenée. Et vraiment, c'est ça le bon partenariat. C'est-à-dire, on ne veut pas des gens qui viennent pour cacher leur expertise afin que nous soyons dépendants d'eux. Nous voulons des gens qui viennent pour nous montrer comment faire et pour que nous puissions continuer, nous, à pouvoir mettre en œuvre ce que nous avons appris. Donc, le transfert de compétences, il est effectif. Hier, nous étions au niveau du CHU d'Ovendo et les Gabonais commencent à avoir la main sur tous les équipements que le groupe GZ a fait venir dans le cadre de ce projet. Au Gabon, et d'après une étude menée par les experts des questions de santé publique, les principales causes de malvoyance et de cécité sont majoritairement dues à la cataracte, le déficit d'équipement en lunettes médicales, le glaucome chronique à angle ouvert et autres pathologies oculo-palpébrales. Comment accéder aux consultations? Vous avez un numéro qui est le numéro de la CAMJS, qui est le numéro 88-89, que vous pouvez appeler. J'ai bien dit 88-89. Les consultations se feront après avoir pris rendez-vous. Donc vous prenez rendez-vous sur ce numéro 88-89 et il vous sera posé une série de petites questions pour pouvoir confirmer votre rendez-vous, vous donner la date et le lieu du rendez-vous. Lorsque vous allez vous rendre sur le lieu de rendez-vous, vous pourrez alors avoir accès à un service d'accueil qui va vous guider. Ce service d'accueil est composé de personnes très agréables qui vont vous amener au lieu de consultation. Arrivé au lieu de consultation, il y aura 2 chemins. Le premier chemin est, vous faites votre consultation et vous êtes diagnostiqué sans pathologie, donc normaux, et vous aurez la possibilité donc de repartir chez vous avec le diagnostic de normal. Mais si vous avez un problème au niveau de vos yeux, vous aurez 2 types de problèmes. Soit un problème qui va aboutir à la prescription de lunettes. Je parle simplement pour que tout le monde puisse comprendre. De lunettes. Et on vous renverra donc, on vous enverra vos lunettes au bout d'un certain temps, peut-être 2 ou 3 semaines, avec les verres correcteurs. Et si l'on diagnostique une pathologie qui nécessite une opération, il vous sera donné un rendez-vous avec les ophtalmologistes. Et ces ophtalmologistes vont vous prendre pour vous opérer. Théâtre des opérations, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo qui offre des capacités d'accueil et d'opérationnalité acceptables grâce à son plateau technique, c'est Denise Mekam en personne et en sa qualité de ministre de la Santé qui a donné le coup d'envoi des hostilités. Les agents des TP ont tenu une conférence de presse ce matin. Celle-ci était articulée autour de la décision portant fermeture des entités du ministère des Infrastructures et la perturbation du réseau routier national. Écoutons à cet effet le porte-parole de la coalition des syndicats du ministère des TP. L'exécutif de la coalition syndicale du ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l'aménagement du territoire ordonne la fermeture des portails et portillons des 9 provinces, de 9 directions provinciales des travaux publics et de l'aménagement du territoire, de la direction du matériel, de toutes les subdivisions des travaux publics de Libreville, de toutes les subdivisions des travaux publics et des bâtiments et des principaux bâtiments abritant les services administratifs, financiers et techniques situés ci à l'avenue Félix Eboué. Article 2. L'ouverture du dialogue social du conflit professionnel qui secoue le ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l'aménagement du territoire devrait permettre d'accéder à la satisfaction d'au moins 7
des 14 points de revendication dans le court terme, à savoir le rétablissement dans leur emploi des 11 agents publics de l'État qui ont été licenciés abusivement par les directeurs provinciaux des tropiques de Langouni et de Lugo-Vindo et par le directeur général d'intérimaire du laboratoire national des bâtiments tropiques du Gabon. 2. L'établissement des cadres professionnels. 3. L'acquisition des matériels roulants, lourds et légers, du génie mécanique, manuel et bureautique. 4. L'assainissement des fichiers des personnels d'encadrement et d'exécution. 5. Le paiement de la prime des stations à la performance du deuxième trimestre 2015. 6. L'harmonisation des indemnités de logement des agents de la main-d'œuvre de l'État, de l'intérieur du pays, en alignement avec ceux de Libreville qui est passé de 18 000 francs CFA à 35 000 francs CFA depuis fin juillet 2015. 7. Le rétablissement des anciens salaires de base des agents de la main-d'œuvre de l'État en service à Libreville. Article 3. Après les 72 heures de la fermeture des entités du ministère des Infrastructures du Tropique et de l'Aménagement du Territoire, si l'ouverture du dialogue social n'est pas effective, l'exécutif de la coalition syndicale du ministère subventionné entreprendra des actions tout azimut en vue de la perturbation du trafic routier sur les routes dites nationales du Gabon. Article 4. La présente décision qui prend effet à compter du lundi 9 avril 2018 à 7h30 sera envoyée pour information chez Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et communiquée partout où besoin sera. Une menace qui prendra effet à compter du lundi 9 avril si d'aventure le gouvernement ne réagissait pas. Poursuivons avec le volet santé. Rentabiliser la banque de sang, c'est cet objectif que s'est désormais fixé le Centre national de transfusion sanguine qui vient d'initier une caravane mobile de collecte de sang. Première étape de cette caravane, le parking de l'hypermarché Mbolo. Arnaud Baboukou. Dans le parking de l'hypermarché Mbolo, le Centre national de transfusion sanguine marque la première étape d'une longue caravane de communication sur le don de sang qui le conduira à travers la capitale gabonaise et les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda. Un rapprochement non bénin parce qu'il vise un objectif précis. Donc l'objectif, c'est d'augmenter la capacité de collecte pour permettre à terme d'éviter aux bénéficiaires d'apporter des donneurs. Si le service fonctionne correctement et qu'on arrive à augmenter notre capacité de collecte, je pense qu'on pourra affranchir des demandeurs de donneurs. Il faut déjà rappeler que le Centre national de transfusion sanguine ne fabrique pas le sang. Donc le sang qui est sécurisé, qui est qualifié et sécurisé, qui est mis à disposition des patients, c'est du sang qui vient de volontaires, de donneurs volontaires. Donc l'importance de donner le sang, c'est que chaque don sauve des vies. S'il n'y a pas de donneurs volontaires, il n'y a pas de sang au CNTS, tout simplement. Donc plus il y aura de donneurs, plus le CNTS pourra couvrir les besoins nationaux en sang. Cette collecte mobile procure quelques avantages aux donneurs de sang volontaires. Ils bénéficient d'examens de laboratoire par les tests qui seront effectués sur ces poches, soit au total 4 tests de neurologie sur l'hépatite B et C, le VIH et syphilis, et ceci gratuitement sur la base de l'échantillon recueilli sur la poche de sang donnée volontairement. Le service, selon les responsables, se veut permanent. Nous ouvrons à présent le volet éducation. Lors de la dernière Assemblée générale de mobilisation et de sensibilisation de la dynamique unitaire, les membres de cette centrale ont tenu à montrer à l'opinion publique la discrimination dont ils font face. C'est avec Fabiola Mengue. Ils l'ont toujours démontré au cours de leurs différents rassemblements que le gouvernement ne souhaite en aucun cas dialoguer avec eux. Semblerait-il que le même gouvernement ne veuille jamais les inviter autour d'une table ronde avec les différents syndicats taxés de loyaux et consciencieux envers le gouvernement. Et cela causerait une marginalisation et un frein à la bonne marche des mots qui minent le secteur éducation. Organisations syndicales, et ce sont ces 17 organisations syndicales qui aux yeux du gouvernement sont aptes, et ce sont ces organisations qui reçoivent les subventions de l'État. Alors que vous savez que les subventions de l'État, c'est l'argent du contribuable. Ces organisations ont le même récépissé d'exercer que nous. Donc, il n'y a jamais eu d'élection professionnelle pour dire que telle organisation est plus représentative qu'une autre. Donc, vous voyez que le gouvernement fait dans l'arbitraire
Et ce sont ces 17 organisations qui, aux yeux du gouvernement, seraient les plus crédibles. Et nous disons... Vous pouvez quand même les citer pour nous? Ah bah écoutez, le document est là, hein, parce que vous avez la COSIGA, vous avez l'UTG, la COSINAP, la CSDT, la CSG, la CGSL, CDESA, l'USAP, CGT, FL, COSINEC, le CAP, CODETRAC, CGSL-LO, NCTG, ODESTRAG, CSTG et l'UGSR. Mais je tiens quand même à préciser que par rapport au CAP, je crois que le CAP, par rapport à cette réforme, a pris une position claire, hein, d'être avec Dynamique, ça je tiens quand même à le préciser. Mais ce sont ces organisations-là qui reçoivent les subventions de l'État et que l'État considère comme les structures. En tout cas, posez-leur la question, quel est l'élément qui leur permet de dire que ces 17-là doivent recevoir des subventions et pas les autres. Encore une perche que la CONACICED et la Dynamique unitaire lancent au gouvernement, un cri d'alarme qui montre la volonté manifeste de ces syndicats à apaiser les tensions. Quels sont devenus les services d'orientation installés dans les établissements secondaires et quels sont leurs rôles et missions? C'est ce que je vous invite à suivre dans ce reportage que nous proposent nos confrères de Média Plus. C'est dans le souci de permettre aux apprenants de suivre leur apprentissage dans de bonnes conditions que le gouvernement de la République, par le truchement du ministère de l'Éducation nationale, a procédé depuis quelques années à la mise en place des services de suivi et d'accompagnement dans les structures scolaires secondaires du pays. Outre le suivi social effectué par les sociologues, le service de psychologie, d'information et d'orientation a des missions plus complexes, axées entre autres sur l'écoute des élèves. Au sein de nos établissements, nous avons la première mission, c'est l'aide psychologique. Parce que les enfants qui viennent des familles différentes arrivent chargés au niveau des établissements et nous essayons de les entretenir pour discuter de leurs problèmes, de leurs difficultés et si possible faire une prise en charge pour pouvoir dégager l'enfant de ses difficultés. En fait, cette prise en charge consiste à faire des entretiens réguliers, à le conseiller, à vraiment s'occuper de lui, être attentif en fait à son problème. Côté de cette aide à l'information, nous faisons aussi l'aide psychopédagogique. Délaissement, manque d'attention, manque d'implication des parents, perturbations, des situations qui le plus souvent entraînent les jeunes apprenants dans une détresse psychologique. Le plus souvent, les cas que nous rencontrons, ce sont les élèves qui ont des problèmes de famille. Déjà au niveau de la maison, ça ne va pas. Papa ne veut pas s'occuper, ne s'occupe pas totalement des besoins de l'enfant. À l'endroit des parents, la conseillère d'orientation a fait cette invite. Un enfant qui va dans la rue suscite beaucoup d'interrogations. Certainement, il y a des manquements, il y a des difficultés, qu'elles soient financières, économiques, etc. Donc, la première cellule qui est censée d'éduquer, de sensibiliser l'enfant, c'est d'abord la famille. Et si ce rôle, si cette mission n'est vraiment pas faite, et que l'enfant ne se sente pas vraiment chez soi, ne se sente pas vraiment impliqué chez soi, ce qui peut amener certains enfants à aller dans la rue. Parce que nous tous, nous étions enfants, nous avons besoin du soutien de nos parents, de nos amis, on a besoin de se sentir un tout petit peu aimé, on a besoin de se sentir encadré, de se sentir soutenu, de se sentir épaulé. Donc je pense que vraiment il est temps de s'occuper de la scolarité de nos enfants. L'engagement et l'implication des parents étant primordiales, ces derniers, en tant que partenaires de l'éducation, devraient collaborer étroitement avec les enseignants afin d'apporter le soutien nécessaire à leurs enfants. Repartons avec nos confrères de Média Plus à travers ce reportage sur les victimes de violences sexuelles. Les violences sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, un phénomène récurrent qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes au Gabon. Les enfants victimes, sous l'influence d'un trauma, tendent à se replier sur eux-mêmes, rendant ainsi
la communication quasi impossible avec l'extérieur. Il peut arriver effectivement que ces jeunes filles développent d'autres types de troubles qui peuvent être liés à l'alimentation. On va également constater qu'elle va se laver pratiquement 3, 4 à 5 fois dans la journée. Le jeune homme effectivement qui subit les violences sexuelles, la première chose c'est le trouble du comportement. L'enfant va vouloir effectivement reproduire la même chose chez l'autre petit garçon effectivement qu'il trouvera soit au quartier, soit à l'école, ou généralement lorsque vous voyez les jeunes garçons se comporter de la sorte, c'est qu'en amont, derrière lui effectivement, il y a eu une situation de ce genre. Les manifestations et conséquences varient selon les individus et surtout les sexes. Chez le jeune homme, généralement, il faut que ça soit effectivement le père, n'est-ce pas, qui s'occupe d'ouvrir l'entretien. Chez la jeune fille, naturellement, il faut que ce soit la maman qui s'occupe d'ouvrir, n'est-ce pas, l'entretien. Il faut créer ce qu'on va appeler un espace, un petit cadre très restreint et protégé. Protégé parce qu'il faut, n'est-ce pas, que les échanges qui sortiront, n'est-ce pas, de cet entretien puissent être des paroles qui vont être protégées. Donc le papa qui va ouvrir le dialogue avec son fils devra, n'est-ce pas, s'abstenir de les divulguer. Les attitudes psychologiques étant différentes selon le contexte et le milieu social, les parents devront faire preuve de patience pour établir le dialogue. Surtout pour le cas des jeunes hommes, c'est des phénomènes quand même un peu particuliers et nouveaux, n'est-ce pas, dans nos mœurs. Et généralement, le père ne prend pas le risque ou n'a pas l'ouverture facile, n'est-ce pas, vis-à-vis de son enfant. Mais bon, pour le moment, je crois que je conseillerais aux familles, n'est-ce pas, de pouvoir se rapprocher des spécialistes. Il y en a. Généralement, ça peut être un psychologue, ça peut être, n'est-ce pas, quelqu'un, ça peut être, n'est-ce pas, au niveau, par exemple, de l'église. Il y a plusieurs situations aujourd'hui qui peuvent effectivement amener, n'est-ce pas, les enfants à pouvoir s'ouvrir et véritablement, n'est-ce pas, dire dans les actitudes ce qui s'est passé. Chaque enfant étant psychologiquement unique, les parents devraient faire preuve de patience et surtout de vigilance, les victimes ayant souvent besoin de leur proche entourage pour se reconstruire. Et dans la page étrangère, nous allons d'abord en Europe, notamment en Italie. Le président italien Sergio Mattarella a entamé mercredi des négociations pour former un nouveau gouvernement après le résultat peu concluant des élections de mars. L'issue la plus probable est un rapprochement entre les deux partis contestataires. Reportage. Deux candidats pour un même poste de président du Conseil. D'un côté, Matteo Salvini, leader de la Ligue du Nord, et de l'autre, Luigi Di Maio, chef du mouvement contestataire 5 étoiles. Officiellement, tous les scénarios sont possibles, comme la désignation d'un troisième homme qui ferait consensus. Mais parmi ces conditions, Di Maio réclame le retrait de Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre, allié de la Ligue du Nord. Salvini doit choisir entre la révolution ou le statu quo. En d'autres termes, soit il lâche Berlusconi et décide de changer l'Italie, soit il s'accroche à lui et ne change rien. Officiellement, Matteo Salvini soutient toujours son allié de droite de Forza Italia, qui fait figure d'épouvantail pour le parti de Di Maio. Voilà qui pourrait causer la rupture entre les deux hommes, mais on n'en est pas encore là. Il y a quelques jours, les leaders de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles ont déjà réussi à s'entendre pour la nomination des présidents des deux chambres. Et sur leur programme, il y a des convergences, baisse des impôts, lutte contre l'immigration entre autres. Mais cela suffira-t-il ? Seule certitude, le président de la République qui reçoit séparément les deux hommes aujourd'hui devrait prolonger les négociations. En Amérique, 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, que reste-t-il de sa mémoire et de ses combats dans l'Amérique d'aujourd'hui? La réponse est dans ce reportage. Les temps ont bien changé depuis que Virginia Lee, 84 ans, a ouvert avec son mari le restaurant Ben's Chili Bowl dans les années 50. C'est l'un des rares établissements qui a survécu aux émeutes après la mort de Martin Luther King en 1968. Quand le Dr King a été tué cette nuit-là, tout le monde était en pleurs. Tout le monde était très très triste et cette tristesse s'est transformée en frustration. La frustration en colère, puis le soulèvement a commencé. Quand les émeutes ont débuté, tout ce que vous voyez là était cassé, brisé, et il y a eu beaucoup de vols. Beaucoup de magasins ont été brûlés,
C'était vraiment une triste époque, très très triste époque. Depuis, le fast-food où le célèbre pasteur aimait se rendre est devenu une institution, un endroit où s'est jouée l'histoire. C'était le seul restaurant autorisé à rester ouvert pendant les 3 nuits d'émeute. Ici, on est devenu un endroit où on réunissait les secouristes, les policiers, les officiels, les activistes, tous ceux qui cherchaient un endroit en sécurité et confortable, avec de la nourriture réconfortante et du café. Eh bien, c'était ici. Le restaurant de Virginia est aujourd'hui un passage obligé pour acteurs et politiques. Barack Obama y a mangé un hot dog quelques jours avant son investiture. Ben's Chili Bowl est depuis dans tous les guides touristiques. Ce quartier, autrefois appelé Black Broadway, a été dévasté pendant les émeutes qui ont suivi la mort de Martin Luther King. Il a mis des années à s'en remettre. Aujourd'hui, les célèbres rues, la U Street et la 14e, sont pleines de restaurants, de bars, de magasins. C'est un quartier très à la mode et à majorité blanc. La population afro-américaine a été largement exclue de la reconstruction. Les prix de l'immobilier ont décollé, mais beaucoup restent très attachés à ce quartier. Clenny Murphy a grandi dans les environs et a été témoin des émeutes. Il revient dans le quartier encore tous les dimanches pour aller à l'église. C'était vraiment des scènes d'émeute. Le terme n'est pas trop fort. Depuis, la démographie a complètement changé et l'église a été réduite à moins de 300 membres. La majorité des fidèles ici sont de la génération de Martin Luther King et beaucoup considèrent que le rêve du pasteur d'égalité des Noirs dans la société américaine est encore loin d'être réalisé. Je pense que Martin Luther King serait très déçu, extrêmement déçu de voir un grand retour en arrière. Malgré des avancées, le niveau de vie des Afro-Américains est encore très loin derrière celui des Blancs et le malaise racial persiste. Voilà, cette édition d'information est à présent terminée. Merci de votre fidélité.